Votre document Ligne Rouge à présent, dimanche dernier, en l'espace d'une soirée, la vie politique française, vous l'avez suivi, a basculé avec une dissolution surprise et un rassemblement national qui se retrouve aux portes du pouvoir. Pendant toute cette semaine, nos équipes ont suivi ces politiques qui doivent mener une campagne express, assister à l'explosion en direct des Républicains et à l'alliance sous tension de l'Union de la gauche. RN aux portes du pouvoir, la folle semaine, c'est un document de Caroline Millet, Stéphanie Zenati avec toutes les équipe Ligne Rouge. Devant ces bureaux de l'Assemblée nationale, les tout premiers symptômes du Big Bang qui vient de percuter la vie politique française. Un balai ininterrompu, des dossiers, des cartons, des valises. Et dans les couloirs, ces bennes qui débordent. Ce matin-là, moins de 48 heures après l'annonce de la dissolution, il faut déjà vider les bureaux. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est vider nos bureaux. Tout ça, c'est 3 bureaux. Patrick Vignal, député Renaissance de l'Hérault, a convoqué tous ses stagiaires. Ça va les jeunes? Ça, il faut qu'on le mette directement dans le conteneur. Ah, vous savez, parce qu'il faut tout ranger. Vous prenez les bouquins que vous voulez, parce que je pense que c'est intéressant. Moi, j'en ai déjà pas mal. C'est quand même brutal, c'est violent. Franchement, je ne me voyais pas vivre ça. Après, c'est le choix du président, il nous a élus, donc on va respecter ce choix-là. Mais c'est vrai que humainement, c'est compliqué. Encore sous le choc, après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée nationale, le député tente une première analyse des raisons de l'échec du parti présidentiel. On met tout là pour l'instant, on verra comment on s'organise. On n'a pas été très bon. Et en plus, on est des gens bien. La Macronie, les jeunes qui arrivent notamment, c'est des jeunes de cadre social supérieur, polis, corrects, bien élevés. Et on a face à nous une quinzaine d'insoumis, vous les connaissez. Panot, Boyard, Léaumont, Porte, qui sont toujours dans l'invective, qui sont toujours dans l'affrontement. On n'a pas su répondre à cette violence. Et à côté, on a le Rassemblement national qui est devenu le gendre idéal, la belle-fille idéale, et qui sont assis, là, vous savez, sur l'arbre de fruits. Ils attendent que les fruits tombent. Cette petite pièce à côté de son bureau, un espace personnel à libérer aussi immédiatement. Donc là, vous quittez votre chambre, là, Patrick? Ben voilà, je quitte ma chambre, mais j'y ai passé un peu de temps quand même, depuis 2012, quasiment c'était le même bureau. Est-ce que je quitte ma chambre avec des regrets? Non. Je suis optimiste. Est-ce que je dis à ma chambre que je la reverrai? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que c'est pas moi qui décide. Maintenant, s'ils pensent que je ne suis plus à ce niveau-là, je retournerai faire des cours de judo parce que je ne vous cache pas que les élèves du judo, ils vous aiment. Les électeurs, c'est moins possible, surtout en ce moment. Bon, peut-être à demain. Merci pour ce moment. Patrick Vignal a désormais 2 semaines devant lui pour tenter de convaincre les électeurs de lui rendre son poste de député de la 9e circonscription de l'Hérault. Comme lui, 577 députés vont devoir mener une campagne express sous l'œil de Français qui assistent, médusés, à l'un des plus gros tremblements de terre démocratiques de la Ve République. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Une explosion de la vie politique française, des jeux d'alliance complexes. Le travail. Une bataille féroce avec cette question centrale. Le Rassemblement national parviendra-t-il à s'emparer du pouvoir? À Villeneuve-sur-Yonne, comme dans 93% des communes françaises, la liste de Jordan Bardella est arrivée en tête aux élections européennes. Ici, elle a même obtenu 47% des votes, suivie par la liste Renaissance à seulement 11%. Allez, pour la victoire. Ouais, en avant. Dispersion. C'est parti. Ça y est. Le député sortant du Rassemblement national, Julien Audoul, repart en campagne en terrain conquis. Ah merde, t'as les mêmes. Ça va, Julien? Et toi? Bah, ma foi, oui. T'es en forme? Oui. Ouais. Prêt pour valider l'essai? Pour la grande bataille? Pour la grande bataille. C'est la grande bataille, c'est la grande bataille. On va la gagner, la grande bataille.
Bah, plus ou moins, on va tout faire pour. On va tout faire pour. Est-ce qu'on va réussir, ça c'est autre chose. Je pense. Je pense qu'on est bien parti. Ah, faut se méfier quand même. Bon, passe une bonne journée. Ciao. À plus jeune. J'avais même pas vu que vous avez mis une belle chemise bleu. Ah mais oui, bah on est patriotes ou on y est pas. Bien sûr, voilà. Immigration et pouvoir d'achat sont ici parmi les principales préoccupations des électeurs. En poliment, on est obligé de bouffer de la nourriture qui est pratiquement à la date de dépasser. Je dirais que c'est normal. Ouais. À l'heure actuelle, je pouvais me payer un roast beef ou je pouvais me payer un truc comme ça. Maintenant, je regarde en 2 fois. Bah oui. C'est pas normal. Non, c'est pas normal. Les migrants, ils arrivent, ils ont tout. Et nous, les Français, on n'a rien. Et on vous demandez un logement depuis 10 ans et on vous donne un taudis. Ça fait combien de temps, vous, que vous votez pour le Rassemblement National? Oh là là, ça fait longtemps. Et Jordan Bardella, il vous convainc aussi? Je connais pas. Il est bien aussi. Ah bon? On est tous bien. Pas de critique du passé, parfois sulfureux du parti. Pour ses électeurs, Julien Audoul incarne l'espoir d'un changement. Mais à 2 semaines du premier tour, le candidat RN, qui est aussi l'un des cadres du mouvement, préfère garder les pieds sur terre. Monsieur, vous avez peut-être un futur ministre en face de vous, là. Oui, je sais. C'est pour ça qu'on se tutoie, parce que j'essaye de me placer, moi aussi. Et si on vous propose d'entrer au gouvernement, vous... Mais je ne vais pas en parler là maintenant, tout ça c'est de la politique fiction. L'essentiel, peu importe que ce soit Paul, Pierre ou Jacques, ce sont les idées qui comptent. Ils n'ont pas besoin de lui au niveau du ministère si un jour le RN arrive. On veut le garder sur le terrain, lui. Très bonne réponse. Alors que le RN rêve de s'installer à Matignon, les Républicains, eux, explosent à l'issue d'un coup de théâtre. Mardi dernier, Éric Ciotti franchit la ligne rouge que son parti avait jusque-là toujours tracée en annonçant faire alliance avec le Rassemblement national pour les législatives. Je ne me résous pas à ce que la place de ma famille politique soit là. Donc on a tout essayé depuis 2012, des primaires qui ont échoué. Et puis, vous savez, j'ai connu un groupe à 300 députés la première fois où j'ai été élu, puis 200, puis 100, puis 60. On va finir à combien? Donc je crois que ce que je fais aujourd'hui, ça casse les codes, ça brise les tabous, les lignes. Quel tabou au demeurant? Voilà, ce ne sont pas des tabous pour les Français. Ce mercredi matin, au lendemain de cette annonce tonitruante, on se réveille groggy au QG des Républicains, comme si la normalité avait déjà basculé. On vous a mis à la porte? Là, on a été mis à porte, on nous a demandé de sortir avant midi. Alors, on a reçu un mail sur nos boîtes professionnelles nous indiquant que le président avait fait le choix de fermer le siège. Il est midi, les portes se referment. C'est un QG barricadé, une image symbole de l'implosion du parti. Au même moment, à l'Haÿ-les-Roses, quelle image, mon Dieu. Le maire LR découvre, sidéré, la séquence à la télévision. On dirait un cercueil qui se referme. Éric Ciotti en aura été le fossoyeur. On voit bien là la série, enfin, on a l'impression d'être dans une fiction, une mauvaise fiction. C'est House of Cards qu'on est en train de vivre. Et là, on a vraiment un personnage qui est en train de s'enfermer, s'emmurer, et qui détruit tout ce à quoi il a participé pendant des années. Vincent Jeanbrun, cadre du parti, va prendre le pouls de la situation sur place. Je suis sorti du bureau et je me suis mis devant la caméra, j'ai expliqué ce qui se passait. Ah ouais, l'impression d'une prise d'otage infortunée. J'ai dit qu'il démissionne et qu'on allait tous honte de lui et qu'on ne le reconnaissait plus comme notre patron, quoi. Bon courage, ciao. Ils sont sous le choc, hein. Ils sont complètement sous le choc. Pour Vincent Jeanbrun, l'heure est grave. Le porte-parole des LR prend la direction du parti pour participer au bureau politique exceptionnel qui doit statuer sur le sort d'Éric Ciotti. J'ai eu 18 ans le 5 mai 2002, c'est-à-dire le jour du second tour des élections Le Pen-Chirac. Pour moi, le nationalisme, l'ultranationalisme incarné par Jean-Marie Le Pen à ce moment-là, c'est quelque chose qui menace la République. Et c'est ça qui fait que j'ai envie de m'engager pour la défendre. Et là, voir des années plus tard qu'on est
On est présidé par un type qui n'hésite pas à tout trahir pour aller rejoindre les héritiers de Jean-Marie Le Pen. Enfin, c'est juste insupportable. La porte est toujours fermée. Ouais, c'est un bien triste spectacle. Ben, je vais me garer là, je pense. On est devant le siège du parti, là, et là, vous voyez toutes les fenêtres de l'immense bureau que s'était fait Éric Ciotti. Et les portes sont fermées. Il y a une vraie amertume, un vrai dégoût pour le coup. À défaut de pouvoir utiliser les locaux du parti, le bureau politique va se tenir à quelques centaines de mètres de là. Devant le musée social où une salle a été réservée, on n'avait pas vu une telle agitation médiatique depuis très longtemps. Même les dernières présidentielles n'ont pas autant suscité l'intérêt des médias. Du côté des LR, on veut faire front, le plus uni possible. On ne s'enferme pas dans son bureau avec une ceinture de bombe en disant « je sortirai jamais ». Vous comprenez à quel point tout ça contribue aussi à une dégradation incroyable de notre vie démocratique. On est chez les dingues. Maintenant, ça suffit. Réapparaissent d'anciens visages, comme celui de Valérie Pécresse, qu'on n'avait pas vu au bureau depuis la présidentielle. Ou encore Laurent Wauquiez ou Xavier Bertrand, qui s'étaient jusqu'à présent placés en retrait du parti. Très vite, il faut qu'on se remette en ordre de marche. En tout, une centaine de participants. En 2 heures de temps, à huis clos, l'éviction d'Éric Ciotti est votée à l'unanimité du bureau. Notre conviction, c'est que dans une crise qui est aussi lourde et dans une tempête qui s'annonce aussi difficile pour notre pays, quand on fait de la politique, on ne répond pas par des accords, des coalitions, des petites ententes faites en catimini pour négocier des circonscriptions. En quelques jours, Éric Ciotti aurait convaincu 70 candidats pour porter l'alliance LR-RN, dont Gilles Bourdoulex, le maire de Cholet. Il est l'un des premiers à avoir fait connaître son ralliement. À l'instant où on se parle, j'ai pas plus d'informations. Ce jour-là, interrogé en direct, il justifie son choix. Et avec 7%, on ne peut pas avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Donc soit on regarde le train passer sur le quai de la gare, soit on monte dans le train. Aujourd'hui, la locomotive du train, de ce que j'appelle la droite au sens large, c'est le Rassemblement national. Ancien député UMP, cela fait plusieurs mois que Gilles Bourdoulex était favorable à une alliance LR-RN. Alors quand Éric Ciotti a lâché sa bombe politique ce mardi, le maire lui a immédiatement proposé ses services. Je veux savoir effectivement que s'il y avait besoin d'un candidat, sachant qu'on a une campagne courte, donc quelqu'un qui est déjà bien implanté, c'est un atout assez considérable dans ce type de campagne. Donc j'ai fait savoir que j'étais prêt à y aller. Après est arrivé cet accord entre M. Ciotti et le Rassemblement national, où j'étais placé dans la boucle de ceux qui n'auraient pas de candidat du Rassemblement national contre eux. Aujourd'hui, il se défend d'avoir franchi une ligne rouge. Ce n'est pas le Front National. D'abord, le Front National, c'était Jean-Marie Le Pen. Et le RN, aujourd'hui, c'est une famille de droite. Qu'on me dise un élément qui permette d'identifier à l'extrême droite, sauf à vouloir casser, pour essayer de faire un repoussoir par rapport aux Français. Mais 32% de Français, il y a 32% de Français qui seraient d'extrême droite. Ce sont des familles de droite. Alors, comment cette alliance va-t-elle être accueillie par les habitants de Cholet ? Ici, le RN est arrivé en tête des élections européennes avec 23% des votes, talonné par Renaissance à 21%. Les LR n'ont obtenu que 9% des voix. Comme chaque semaine, le maire se rend sur ce marché d'un quartier populaire de cette ville de 54 000 habitants. Ça va ? Bien. Ouais. Il nous faut des clients, hein. Ah oui. Si la mairie pour nous voir des clients, ça veut bien, hein. Vous avez la pêche aux clients. Parmi les commerçants et clients, nombreux sont ceux issus de l'immigration. Certains ne voient pas d'un mauvais œil l'alliance de Gilles Bourdoulex avec le RN. Je pense que c'est une bonne décision. Pourquoi ? Parce qu'il faut remettre de l'ordre, il faut essayer de remettre les choses, le dire comme elles sont, quoi. Et puis ne pas jouer des pirouettes et tout ça, il faut dire les choses telles qu'elles sont.
Vous êtes d'accord Moi, je suis totalement d'accord aussi. Je suis totalement d'accord avec ça. Aujourd'hui, il y a trop de laisser aller et il faut remettre de l'ordre. Moi, mes enfants, je les ai éloignés de la ville pour les mettre en campagne, pour éviter cela en fait. Et j'aimerais bien que l'ordre revienne dans nos villes comme dans nos campagnes aussi. Mais un peu plus loin, notre équipe est interpellée par un autre commerçant qui, lui, critique le choix du maire. Les habitants de Cholet disent c'est marrant, c'est quelqu'un qui était mesuré, qui était politiquement, qui était d'abord politique, qui était un petit peu dans le juste milieu, et il s'en va vers les extrêmes. Pour moi, c'est de l'opportunisme. Le pari de Gilles Bourdoulex sera-t-il gagnant? Le 30 juin, jour du premier tour, en plus de tous les autres candidats, il aura face à lui un concurrent LR anti-Ciotti. Notre émission spéciale se poursuit avec autour de... Alors que la droite se déchire, la gauche, elle, se rassemble. Marine Tondelier nous attend, elle est en direct avec nous alors qu'on rappelle cette dernière information. Le PS, le PCF, Europe Écologie Les Verts et la France Insoumise veulent des candidatures uniques dans chaque circonscription au premier tour. Oui, je vous confirme que nous l'avons fait, que nous avons enclenché un nouveau front populaire car nous voulons gagner le 30 juin. Et je ne sais pas si vous entendez derrière moi, mais la jeunesse de Paris, je ne sais pas si vous nous entendez, mais ils sont très en forme. Ce lundi soir, la jeunesse de gauche est aux premières loges de cette annonce d'union. Ils sont venus spontanément réclamer ce front populaire. Qu'est-ce qu'on veut? Le front populaire et la jeunesse envers le Front National. Objectif affiché, faire barrage au Rassemblement National. Insoumis, socialistes, écologistes et communistes pensent avoir trouvé un terrain d'entente. Plus jamais de trahison, s'il vous plaît, on n'a plus le choix là. Je l'ai dit tout à l'heure. C'est le RN, c'est nous. J'ai bien compris. Le patron du PCF, Fabien Roussel, affiche sa détermination. On va gagner tous ensemble ou pas? Mais l'union est fragile. Il se fait huer par une partie des manifestants. Car dans cette foule de militants, 50 nuances de gauche, dont certaines assument des priorités clivantes. Ces divisions, tout l'enjeu pour la gauche alors qu'elle va devoir établir son programme et choisir ses têtes de liste. Madame, on a plus le choix. Après Fabien Roussel, Mathis, 21 ans, interpelle la présidente des Verts. On est poussé bien, mais à chaque fois en 2022 on s'est engagé aussi, et là, 32% le RN hier, on sait très bien que si on n'y arrive pas, c'est eux qui sont au pouvoir dans un mois. Donc, exactement. Moi, tu sais, ça fait 10 ans que je suis élue à Hénin-Beaumont dans l'opposition au RN. Oui, je sais. 10 ans. Et donc, du coup, ça forge un peu des petits principes et des petites valeurs. Je sais très bien, mais là, par exemple, pour les européennes, la gauche aujourd'hui, elle fait quoi? 25-30% dans les sondages à tout casser réunis. Donc, on peut pas faire les difficiles, quoi. Enfin, je veux dire, ce serait trop beau que chacun soit satisfait parfaitement dans le candidat de gauche, etc., ou dans le parti de gauche qui domine. Mais, enfin, je sais pas, c'est soit ça, soit l'extrême droite. Donc, au bout d'un moment, posez-vous la question, quoi. Je vous propose qu'on commence. Finalement, après 4 jours de tractations intenses, les partis de gauche trouvent un accord définitif sur un programme commun. Ils enverront un seul représentant par circonscription. Une négociation à huis clos, à Paris, que les candidats vont devoir défendre sur le terrain auprès des électeurs. Philippe Brun, député socialiste dans l'Eure, est l'un de ces représentants de la gauche unie. Bonjour madame, Philippe Brun, je suis député de Val-de-Reuil. Je compte sur vous. Au revoir. Okay. Il doit défendre l'accord avec la France Insoumise, dont il n'a pourtant pas apprécié les prises de position remuantes dans l'hémicycle. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de la ligne de votre parti? Du Parti Socialiste? Oui, par rapport à LFI. Vous en pensez quoi, vous? Moi, ouais. Je pense que vous n'aurez jamais dû faire une alliance. Vous n'avez pas dû faire alliance? Non. Bah, c'est difficile. On fait pas alliance avec des gens qui foutent un bordel pas possible. Bah, ils nous ont porté beaucoup de préjudice durant les 2 dernières années. Moi, je trouve que ça va desservir la gauche. Un numéro d'équilibriste.
même auprès des électeurs convaincus par l'accord. Face à Jordan Bardella ou Emmanuel Macron, quelle personnalité de gauche pourra incarner le projet du nouveau Front populaire? Il faut qu'il y ait vraiment un leader, mais par exemple pas Mélenchon, parce que maintenant plus personne Non, l'aime. il ne faut pas que ce soit Mélenchon. Voilà. Il faut que ce Mais soit Ruffin, vous en pensez quoi? Moi, c'est ce que moi, je ne connais pas, mais c'était le nom qui ressortait. Et je me dis, après, il n'a pas de casserole, il n'a rien. C'est-à-dire et puis, je pense que le besoin de... On en parlait avec journalistes qui sont là, de renouvellement, de dégager, etc. Ruffin, il le incarne bien. Moi, je lui ai écrit, j'ai eu au téléphone hier, je lui ai dit, il faut que tu prennes tes responsabilités, il faut que ce soit toi le leader national. Ouais. Et là, même dans les campagnes, on va cartonner avec lui. Dans l'heure, l'élu socialiste est le seul député à ne pas faire partie du Rassemblement national. En 2022, il l'a emporté avec 50,44% des voix, à 348 suffrages du parti de Marine Le Pen. Il pense avoir trouvé la formule pour gagner à nouveau cette fois-ci. J'ai gagné, non pas en ayant un discours sur le fascisme, qui moi me parle mais qui ne parle pas effectivement aux habitants. J'ai gagné parce que j'ai défendu un programme de gauche populaire. J'ai parlé de la retraite, j'ai parlé du pouvoir d'achat, j'ai parlé des services publics, j'ai parlé de la santé. On est ici dans le premier désert médical de France métropolitaine. Des idées qu'il faut mettre en musique, et vite. Depuis dimanche dernier, tout se fait dans l'urgence. Ça y est, on a les affiches. Je suis pas capable de le faire. Il y en a combien d'affiches là? 2000. Imprimé en combien de temps? Rien, 12 heures, je sais pas. Une campagne tellement express que les affiches électorales de Philippe Brun ne font pas mention de l'étiquette politique sous laquelle le député se présente. Au moment où on a fait les affiches, je ne savais pas comment ça allait s'appeler. Ça pouvait s'appeler Front populaire écologiste et social, Front populaire écologique, on ne savait pas. Bon, donc on a mis un rassemblement de la gauche, là, les gens comprennent. Pour contrer le RN, la gauche compte aussi sur les jeunes pour se mobiliser. Loin de la campagne normande, dans le métro parisien, nous retrouvons Mathis. Originaire de Vendée, il vient d'arriver à Paris où il va continuer ses études en master d'information-communication. Direction Place de la République pour une manifestation contre le RN. C'est hyper important d'y aller parce que le moment est historique et pour la première fois la France peut basculer à l'extrême droite. Et donc si les gens qui sont contre ça restent chez eux, c'est ce qui va se passer. Après un stage à l'Assemblée nationale, ce sympathisant LFI envisagerait bien une carrière dans la politique. Mon engagement politique, il a surtout commencé véritablement avant les élections présidentielles en 2022. Quand j'ai vu les scores que l'extrême droite faisait dans les sondages, je me suis dit que je ne pouvais pas rester les bras croisés sans rien faire. Donc j'ai voulu, à mon échelle, commencer à me mobiliser. Au milieu d'une foule d'anonymes, Mathis immortalise ce moment d'union. Il va partager ses photos et vidéos sur les réseaux sociaux. Mobiliser les jeunes, un enjeu crucial. Aux européennes, la semaine dernière, moins d'un jeune sur deux de moins de 24 ans s'est rendu aux urnes. Je pense qu'il y a plein de gens qui ne sont pas forcément très politisés, qui suivent ça de loin, qui peuvent comprendre l'importance du moment si on leur montre comme ça, si vraiment sur Insta, sur Twitter, ils voient ça tout le temps et vont finir par se dire ce serait bien que je m'y intéresse. Donc bien sûr que c'est important, évidemment, oui. En France, un jeune sur 3 a voté pour une liste Rassemblement national. À Chivy-les-Étouvelles, dans l'Aisne, 488 habitants, le RN a recueilli plus de la moitié des suffrages, dont celui d'Amandine, 27 ans. Cette mère de famille, en reconversion professionnelle, votait pour la première fois pour le parti de Jordan Bardella. Je pense que c'est vraiment le fait qu'il a été vraiment sur TikTok qui a fait que je l'ai un peu plus suivi, justement. Que j'ai un peu plus écouté. C'est forcément un TikTok fait que tu regardes une vidéo, il revient. Et ça a fait que j'ai commencé à le suivre et que j'ai commencé à bien aimer son programme. Pour moi, le Front National, c'était vraiment l'extrême droite, justement, tout le monde parle on va fermer la France, il y aura vraiment que des Français, tout ça. Pour moi, quand j'entendais ça, je pensais que c'était ça de base. Mais en fait, non. Amandine vit avec Jordan, son compagnon, chauffeur-livreur.
Ce couple, aux revenus modestes, a été séduit par les arguments économiques du Rassemblement national. Qu'on aide ceux qui sont dans la précarité déjà. On arrête de donner aux riches les riches. Les riches s'enrichissent et les pauvres s'appauvrissent. Il n'y a pas de juste milieu. Comme chaque jour, à la mi-journée, le couple dépose Sacha, leur fils de 3 ans, à l'école. Ils y retrouvent d'autres parents d'élèves acquis au programme du Rassemblement national. Devant l'établissement scolaire, Jordan assume un discours identitaire affirmé. Nous, on veut la France aux Français. On veut récupérer notre pays, c'est pas compliqué, parce que forcément, quand on voit des personnes voilées, nous, on veut pas ça. Nous, les voilés, on veut pas ça. Nous, on va dans leur pays. Si on n'est pas voilé, c'est foutu. Donc, on veut récupérer notre pays. C'est pas... Emmanuelle, 37 ans, est elle aussi électrice de Jordan Bardella. Pour cette mère de famille, actuellement sans emploi, les fins de mois sont de plus en plus difficiles. Elle est révoltée par certains propos publics d'Emmanuel Macron. On a l'impression qu'on est moins entendu par Emmanuel Macron que par le RN. On va compte. On est plus entendu, nous, en tant que peuple, on se reconnaît plus dans le RN que dans ce que Macron il dit en fait. Comme Macron il avait dit à ce temps-là, je traverse la rue, je travaille. Moi je traverse la rue, je suis chez ma voisine. J'ai pas de travail. Un rejet viscéral d'Emmanuel Macron que certains candidats de La République En Marche vont devoir traîner comme un boulet tout au long de leur campagne pour les élections législatives. C'est ce que va découvrir, à un peu plus de 800 km de là, la ministre Sabrina Agresti-Roubache. J'ai l'impression d'être en 2022, sauf que j'ai un peu vieilli. Bon, vous aussi. Il y a 2 ans, dans la première circonscription des Bouches-du-Rhône, cette proche d'Emmanuel Macron avait été élue de justesse, avec un peu moins de 500 voix d'avance sur son adversaire du Rassemblement national. Alors aujourd'hui, elle espère renouveler l'exploit. On l'a fait une fois, sauf que là, je sais que Marseille peut tomber. Là, on rigole plus. Là, on rigole plus. Un combat au nom de la majorité présidentielle, même si sur ces affiches qui viennent d'arriver à son QG, aucun logo Renaissance, aucune mention du président de la République. Contrairement à 2022, c'est avec son colistier Didier Parakian que pose Sabrina Agresti-Roubache, qui feint de ne pas voir le problème. On a fait des affiches, on a pris le pari de commander 2000 affiches tout de suite pour être opérationnel ce soir et d'autres affiches avec tous les logos et ce qu'on doit faire. Enfin, notre majorité, je suis la majorité présidentielle, enfin, on ne va pas me reprocher à moi, on me l'a trop reproché d'afficher ou de dire la proximité avec le président de la République. Je l'étais avant, je le suis maintenant, je le serai après. Un héritage, celui d'Emmanuel Macron, qu'elle dit assumer complètement. Alors quand le lendemain, elle va faire campagne dans cette cité marseillaise, ses interlocuteurs ne sont pas dupes. Ils savent qu'elle parle pour le compte du chef de l'État. L'occasion de la prendre à partie. Qu'il n'écoute pas son peuple, tout simplement. Que ça soit de n'importe quelle catégorie, je parle. Tous confondus, il n'écoute pas son peuple. Son peuple, quand il est en détresse, il n'écoute pas. Il s'arrête là, s'asseoir là. Mais parce que c'est ce qu'on constate, puisque ça avance pas. Tout le monde crie, tout le monde fait des manifestations, tout le monde est pas content, donc ça se voit, ça se sent. Les gens sont stressés, énervés, ils travaillent plus, ils n'ont plus d'argent qui rentre, il n'y a plus rien, et on nous demande de voter pour avancer. Il n'y a plus de chômage de masse, on est à 7,5 de chômage, tu as 2 millions d'emplois créés, 700 000 emplois non pourvus. Des justifications qui ne semblent pas convaincre cette mère de famille. Arrêtez avec vos taxes, enlevez vos taxes pour qu'on puisse avoir au moins un carburant moins cher. Mais non. Comment tu finances? Ah ouais, voilà. Non, on tape partout en fait. On tape partout, mais on nous tape. Non, mais on nous tape toujours dessus. Non, mais tapez sur les riches. Tapez sur les riches. Arrêtez à taper sur les riches. Franchement, il manque de rien. L'étiquette Macron a un effet répulsif. Dans ce quartier, le fléau, c'est l'abstention. Une potentielle réserve de voix pour la ministre. Il faut les mobiliser. Tu vois, la dernière fois, bon, on a fait mieux que les élections précédentes, mais là, il faut faire mieux que mieux. Il faut faire mieux que mieux. Et ceux qui votent, ils votent pour qui? Alors, la dernière fois, ça a plutôt voté pour moi. Sabrina Agresti-Roubache est la première à avoir déposé sa candidature. Elle veut profiter de cette avance. Avec son équipe,
Elle poursuit sa journée dans un quartier favorisé de sa circonscription pour une opération tractage. On fait 2 équipes, c'est ça? On fait 2 équipes et on n'oublie pas de prendre les photos des rues pour une raison simple d'organisation et de méthode. Comme ça, on ne reste pas 2 fois au même endroit. Dans chaque boîte aux lettres, elle glisse son affiche de campagne et au détour de sa route, elle croise parfois avec son colistier des électeurs désabusés qu'elle tente coûte que coûte de convaincre. On compte sur vous surtout. On compte sur vous. Abonnez, ça c'est sûr, et on verra pour vous. J'ai voté pour Macron. Eh bien, il faut continuer. Ah ouais, on verra. Merci, bon vote. Merci, bonne journée. Peut-être cette rencontre va faire le déclic, on ne sait jamais. Là, il hésite, on a compris qu'il n'était pas à fond, qu'il a voté pour nous, puisqu'il dit j'ai aimé Macron. C'est bizarre parce qu'ici c'est dans des quartiers où on était accueillis comme des seigneurs, on nous déroulait le tapis rouge. Et là maintenant il y a un peu de... Depuis qu'il a été élu président il y a 7 ans, Emmanuel Macron s'est rendu 14 fois à Marseille. Aux dernières élections européennes, la liste de la majorité présidentielle a obtenu à peine plus de 10% des suffrages.